3 mai 2024, nous sommes en train de finir la 18e semaine de l'année. Nous fêtons les Philippe et les Jacques. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Mise à jour des compteurs après paiement de norme STS première édition vers la norme STS deuxième édition. Ce projet de la Société béninoise d'énergie électrique vise à étendre la durée de validité des compteurs STS jusqu'en 2045. Suivez dans cette édition les précisions de la chef du département zone sud de la SB2E. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias a rendu ce jeudi plusieurs décisions suite à différentes plaintes reçues. La première décision porte sur une plainte de Eugène Ewaignon contre le journaliste Lorena Naum de Radio Cotonou. Les détails dans ce journal. Et puis, le cercle artistique des hommes en uniforme KU sensibilise les usagers de la route sur l'importance des actions de la police républicaine et du Centre national de sécurité routière. C'était à travers une conférence de presse tenue mercredi dernier à son siège. Les précisions à suivre. À nouveau, bonjour. Bonne nouvelle pour la population d'Abomey-Calavi. Nous sommes ici dans le département de l'Atlantique. Le gouvernement lance au profit de cette commune la phase B du projet asphaltage couplé avec le programme d'assainissement pluvial des villes secondaires. C'est la mairie d'Abomey-Calavi qui a abrité ce jeudi 2 mai 2024 la cérémonie qui consacre le démarrage des travaux de ces deux projets. C'était devant une assemblée composée de plusieurs autorités. Des cadres de la localité étaient être couronnés. Ingrid Rachidi Soubero était également de la partie. Voici leur compte rendu. La commune d'Abomey-Calavi entame la deuxième phase de sa métamorphose. Annoncée en Conseil des ministres il y a quelques mois, la phase B du projet asphaltage prend corps ce jeudi 2 mai 2024. Et avec lui, le projet d'assainissement pluvial des villes secondaires, dont l'objectif est de parer aux problèmes d'inondation dans cette commune. Ces projets phares au menu du deuxième volet du programme d'action du gouvernement viennent s'ajouter à la longue liste de réalisations en cours à Abomey-Calavi. Le principal but visé est de transformer l'apparence de notre ville en améliorant la voirie, du moment où les travaux incluent également l'installation des lampadaires solaires, des panneaux de ségrégation, de sécurité routière, de la création d'espaces verts. Il englobe la réinstallation des produits agricoles, l'établissement des centres de production situés lors des routes à réhabiliter. En plus des 31 km réalisés à Abomey-Calavi depuis 2018, la commune bénéficie de 44 km de voirie assainie dans le cadre du projet asphaltage et de 26 km de collecteurs accompagnés de 20 km de voirie pour ce qui concerne l'assainissement pluvial des villes secondaires. Toutes choses devant contribuer à améliorer les conditions de circulation, l'accès des ménages aux équipements, la rénovation des principales zones d'habitat et d'activité, sans oublier le désenclavement de maintes localités afin de dynamiser l'économie locale. Il s'agit là d'un programme de plus de 70 km de voirie qui viennent à la commune d'Abomey-Calavi. Les entreprises qui ont été sélectionnées, l'entreprise 500 pour la partie asphaltage, le groupement alternatif EGK et l'entreprise Unitec Énergie pour le programme d'assainissement pluvial des villes secondaires. C'est le moment pour moi d'exhorter toutes les parties à jouer pleinement leur rôle, chacun en ce qui le concerne, pour la réussite de ces projets. Je voudrais également inviter les entreprises et bureaux de contrôle en charge des travaux au respect des engagements contractuels pour mettre à la disposition de nos populations des ouvrages de qualité. Les différentes entreprises impliquées dans la mise en œuvre de ces deux projets ont un délai de 3 ans pour réaliser ces infrastructures. Bénéficient également de la phase B du projet asphaltage et l'assainissement pluvial des villes secondaires, plusieurs autres communes du Bénin, dont Cotonou, Porto-Novo, Parakou, Djougou et Kandi. Les usagers sont priés de respecter les règles de sécurité
qui s'impose à proximité des zones en chantier. Après cela, c'est la Société béninoise d'énergie électrique SB2E qui a lancé un projet de mise à jour des compteurs à prépaiement de normes STS première édition vers la norme STS deuxième édition. Ce projet vise à étendre la durée de validité des compteurs STS jusqu'en 2045. Cette opération, qui se déroulera sur toute l'étendue du territoire national, a été lancée le 29 avril dernier. Suivons pour plus de précisions un extrait de la chef du département zone sud de la SB2E. Depuis le 29 avril dernier, au niveau du centre clientèle de Ganri, la SBE a lancé le projet de mise à jour des compteurs de passage de normes STS 1A aux normes STS 2.0. C'est une activité similaire à la mise à jour que nous constatons souvent sur nos portables Android. Il est question des compteurs ou carrément des clients alimentés par des compteurs à prépaiement. Tous ces compteurs-là ont une durée de vie qui doit s'achever normalement à fin novembre 2024. Donc, il est impérieux pour la SBE que tous les clients alimentés par les compteurs à prépaiement, ces compteurs soient mis à jour pour que les clients puissent recharger normalement leur compte avec aujourd'hui les logiciels de gestion des compteurs à prépaiement. Je peux oser dire qu'il est plus question des logiciels de gestion. C'est des normes internationales qui sont utilisées au niveau des sociétés d'électricité qui utilisent les compteurs à prépaiement et les logiciels avec lesquels ces compteurs sont aujourd'hui rechargés ou traités ou exploités doivent être changés d'ici novembre 2024. Donc, tous les compteurs que nous avons aujourd'hui et que nos clients utilisent, s'ils ne sont pas mis à jour, ils ne seront plus compatibles avec le nouveau logiciel de gestion de ces compteurs, la norme exigée pour compter de novembre 2024. Cette opération est donc d'envergure nationale pour tous les clients alimentés en compteurs à prépaiement par la SBE. Mieux, ça n'a aucune retombée financière pour les clients, aucune charge, c'est totalement pris en charge par la SBE. À l'instant, la chef département commercial zone sud de la SB2E sur les propos recueillis par Franck Aounou et Marlène Azinogbe. Lors d'un point de presse tenu ce jeudi à son siège, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias a rendu 3 décisions sur différentes plaintes qu'il a reçues. La première décision porte sur une plainte de Eugène Ewagnon contre le journaliste Honoré Naum de Radio Cotonou pour suspension abusive et refus d'antenne. La déclaration de l'Observatoire a été lue par son président Vital Arotondi. Suivez-en un extrait, il est au micro de Hugues Vingbe. Dans sa correspondance à l'ODEM, le plaignant fait observer qu'il est victime d'une suspension abusive d'antenne en voulant poser sa grogne sur Radio Cotonou. À l'origine de cette suspension, sa dénonciation du directeur général de la SONEB au sujet du non-paiement des gratifications de 2021 au personnel et son manque de considération vis-à-vis des consommateurs clients de la SONEB. Le plaignant dénonçait également le défaut préalable orientant vers la déviation tronçon pont Fifadi stade de l'Amitié, l'élagage et l'abattage des arbres sur le tronçon Zobo. Pour le plaignant, en lui refusant l'antenne, le journaliste use d'une démarche cavalière en flagrante contradiction avec les dispositions de la Constitution béninoise qui consacre la liberté d'expression et d'opinion et celle du Code de déontologie de la presse béninoise. Conformément à cette thèse, l'ODEM a reçu en audience M. Eugène Ewagnon et le journaliste Honoré Benjamin Naum. Devant l'institution d'autorégulation, le journaliste a donné sa part de vérité, rappelant les conditions de la suspension du plaignant de l'émission Parole aux citoyens et non de l'antenne de Radio Cotonou. Il a affirmé avoir bel et bien mis en garde le plaignant à maintes reprises, et ce publiquement,
suite à ses propos jugés discourtois à tendance diffamatoire lors de son intervention à l'antenne. De l'analyse de la plainte et de l'écoute de la série des éléments sonores mis à disposition de l'Observatoire, les constats ci-après s'imposent. Le plaignant a fait quelques affirmations sans fondement. Le plaignant a tenu des propos discourtoires à l'encontre du directeur général de la SONEB. Le plaignant a insisté malgré les rappels à l'ordre du journaliste. Le journaliste, Honoré Benjamin Naoum, dans sa tenue d'antenne, a fait preuve de professionnalisme et de rigueur. Par ces motifs, l'ODEM déclare recevable la plainte de M. Eugène Ewanian, encourage et félicite le journaliste Honoré Benjamin Naoum pour son professionnalisme et sa rigueur dans la tenue d'antenne, salue l'ouverture d'esprit du plaignant Eugène Ewanian qui, humblement, a reconnu lors de son audience les limites de sa démarche et s'est engagé à tenir des propos mesurés lors de ses interventions dans les médias. La deuxième décision objet du point de presse de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias est celle relative à une plainte déposée contre le journal L'Audace Info par El Hadj Amoussa Abdoulaziz, administrateur des finances à la mairie de Porto Novo, pour diffamation et déclaration mensongère avec préméditation. On retrouve cette fois-ci le vice-président de l'institution pour un extrait de sa déclaration. Dans sa publication numéro 2710 du 8 mars 2024, le journal L'Audace Info publie en manchette « Falsification de signatures et détournement de fonds dans une affaire domaniale impliquant Aziz Amoussa. Le maire Nyakoti doit livrer le faussaire à la criette » avec en illustration les photos du maire Charlemagne Nyakoti, la secrétaire exécutive Isabelle Essou Daito et celle de El Hadj Amoussa Abdoul Aziz. L'information a été également relayée sur la page Facebook du journal Audace Info. De l'analyse de la plainte et de l'article incriminé, les observations ci-après s'imposent. L'ODEM constate que le journaliste fait de graves accusations en parfaite contradiction avec le titre qu'il a donné à son article lorsqu'il écrit en attaque. La mairie de Porto Novo est actuellement agitée par une supposée affaire de faux et usage de faux, falsification de signatures de quittances et détournement de fonds. En écrivant supposée affaire de faux, le journaliste lui-même porte des réserves à son information, alors qu'en manchette, il a affirmé « Falsification de signatures et détournement de fonds dans une affaire domaniale impliquant Aziz Amoussa. Nyakoti doit livrer le faussaire à la criette. » Par ces motifs, l'ODEM déclare recevable la plainte de El Hadj Amoussa Abdoul Aziz, administrateur des finances à la mairie de Porto Novo. Condamne le journal L'Audace Info pour violation des dispositions ci-après du Code de la déontologie de la presse béninoise. La troisième et dernière décision lue au cours de ce point de presse de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias est relative à une plainte déposée contre le quotidien La Boussole par El Hadj Amoussa Abdoulaziz, administrateur des finances à la mairie de Porto Novo, pour accusation sans fondement. La lecture de la décision a été faite par le rapporteur commission presse écrite de l'Observatoire. Il est au micro de Hugues Vingbe. Le journal La Boussole affiche le vendredi 8 mars 2024 sur sa page Facebook et titre Malversation foncière à la mairie de Porto Novo, la SE Isabelle Essou soupçonnée de prouver les fraudes d'un agent proche. Le vendredi 8 mars 2024, le journal, dans sa parution numéro 1147, page 4 du tabloïd, titre Malversation
foncière à la mairie de Porto-Novo, la SE Isabelle Essou, soupçonnée de prouver les fraudes d'un agent proche. Le lundi 11 mars 2024, le journal dans sa parution 1148, page 4 du tabloïd, titre grave, malversation foncière à la mairie de Porto-Novo, la SE Essou se décide enfin à adresser de simples demandes d'explication aux présumés faussaires. De l'analyse de la plainte et de la série des articles publiés par le journal La Boussole, les observations ci-après s'imposent. L'ODEM a relevé qu'il y a eu au total 3 productions du journal La Boussole et relayées sur sa page Facebook. L'auteur des articles n'a cité que des initiales, évoquant dans l'une des publications un très proche de la secrétaire exécutive. Or, le premier article a été publié le vendredi 8 mars 2024, date précise à laquelle une autre parution, en l'occurrence l'Audace Info numéro 2710, a publié un article dans lequel le plaignant est clairement nommé avec sa photo en illustration. Par ailleurs, dans la réponse écrite de la boussole envoyée à l'ODEM à l'invitation de l'instance d'autorégulation pour le contradictoire, le directeur de publication reconnaît que, d'une part, qu'il s'est lui-même dénoncé et que, d'autre part, il a été interpellé par les différentes autorités de la mairie, à savoir le maire et la SE, qui est allé jusqu'à donner des demandes d'explication à certains agents soupçonnés dans le dossier, dont lui-même Amoussa Abdoul Aziz. L'ODEM constate que le journal La Boussole n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le traitement des informations publiées. Le journal devrait se rapprocher des mises en cause pour avoir leur part de vérité avant toute diffusion d'informations. Par ces motifs, l'ODEM déclare recevable la plainte de Elad Amoussa Abdoul Aziz, administrateur des finances à la mairie de Porto-Novo. Condamne le journal La Boussole pour violation des dispositions du code de déontologie de la presse béninoise. Célébration de la Journée internationale du travail dans le marché d'Antokpa, le groupement des femmes et artisans des marchés GFAM d'Antokpa n'est pas resté en marge des festivités. Ce groupement a organisé une séance festive à l'endroit des personnes handicapées travailleurs. C'était avec le soutien de partenaires techniques et financiers. Le compte rendu, c'est avec Florence Bossa et Jocelyn Pariga. Le groupement des femmes et artisans des marchés se sont réunis à l'occasion de la fête du travail pour honorer les travailleurs béninois en général et les personnes handicapées travailleurs en particulier. Cette célébration s'articule autour du thème « Résilience et travail décent, agir ensemble au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de vie et l'inclusion des handicapés travailleurs dans le marché d'Antokpa ». Cette communication parlera donc de la résilience et du travail décent pour l'inclusion sociale des personnes handicapées dans les marchés en général et au marché de d'Antokpa en particulier. Alors, qu'est-ce que le travail décent? C'est l'activité de l'homme appliquée à la production, à la création et à l'entretien de quelque chose. Il y a le travail manuel, il y a le travail intellectuel. Il y a également les activités professionnelles régulières et rémunérées. La présidente du groupement des femmes et artisans des marchés a évoqué les difficultés auxquelles font face les personnes handicapées travailleurs. Elle lance d'ailleurs une doléance à l'endroit du gouvernement face à la cherté de la vie. 1000 réflexions conditionnent la condition de travail des personnes handicapées dans les marchés du Bénin. Nous pouvons noter le manque d'infrastructures pour les personnes handicapées dans les marchés, le manque de formation aux personnes handicapées artisans. Pour faire face au manque de travail des personnes handicapées, le groupement des femmes et artisans des marchés du Bénin s'engage à contribuer à l'autonomisation de ces handicapés dans les marchés du Bénin.
Nous demandons au chef de l'État, notre papa, son Excellence Guillaume Athanas Patrice Talon, d'avoir un regard sur la cherté actuelle en République du Bénin. Le réseau de téléphonie mobile Celtis est un partenaire officiel de la cérémonie, s'est associé au groupement des femmes pour la promotion des valeurs. Le thème de l'autonomisation des femmes est une des valeurs que nous défendons chez Celtis. Alors s'associer au groupement des femmes et artisans du marché, des différents marchés de Cotonou, est très important pour nous pour pouvoir véhiculer ces valeurs que nous défendons. Qui plus est, vous avez vu qu'aujourd'hui en particulier, l'accent a été mis sur les personnes handicapées qui, au lieu de tomber dans la facilité d'aller mendier à gauche et à droite, travaillent quand même, se lèvent le matin. Une quinzaine de personnes handicapées travailleurs ont été récompensées au terme de cette cérémonie. Je l'annonçais en titre, le cercle artistique des hommes en uniforme KU a tenu mercredi 1er mai dernier une conférence de presse. Face aux hommes des médias, les responsables de ce cercle sensibilisent les usagers de la route sur l'importance des actions menées par la police républicaine et le Centre national de sécurité routière. La rencontre avec la presse a eu lieu au siège du cercle à Cotonou. Clément Tchadé et Moufid Sabouran pour les détails. Le cercle artistique des hommes en uniforme entre dans la danse pour la conscientisation de la population béninoise. Face à la mise en œuvre des réformes obligeant les usagers motocyclistes au port des casques, les hommes en uniforme sortent de leur mutisme pour accompagner le gouvernement dans sa démarche de sensibilisation. En ce 1er mai de 2024, ils entretiennent ici les professionnels des médias à travers cette conférence de presse afin qu'ils soient leur porte-voix auprès de la population. Occasion pour le cercle de présenter au public ses activités phares. KU est limité dans ses progressions par ses maigres moyens. Beaucoup d'autres actions sont envisagées à l'intérieur du pays, mais faute de moyens, nous n'avons pas pu les atteindre. Les hommes en uniforme ne peuvent pas accomplir leur mission républicaine sans la population. Et la population aussi ne peut pas se vaquer à ses préoccupations sans les hommes en uniforme. Donc, nous avons intérêt à collaborer ensemble. Ce que le gouvernement a décidé et qui se passe actuellement sur le terrain à travers l'insistance sur le port des casques, nous, au sein du KU, nous pensons que cela devrait normalement permettre à tout un chacun de nous de prendre la mesure des choses et de savoir que notre bien-être, c'est ça ce qui préoccupe le gouvernement. Un accent particulier a été mis sur le bien fondé des opérations policières sur les axes routiers du Bénin. Et par cette sortie, le comité artistique des hommes en uniforme joue ainsi sa partition dans le débat actuel sur l'opportunité des interventions de l'État visant la régulation routière, mais aussi la sensibilisation pour un changement de comportement. Donc le but en réalité des mesures répressives, c'est beaucoup plus pour épargner les usagers de la route du danger. Il y a aussi les piétons qui subissent, qui deviennent victimes en réalité de l'inconduite de certains usagers. Nous avons assez sensibilisé. Vous voyez, depuis des années, nous avons sensibilisé. Mais nous avons constaté qu'il y a des gens qui ne veulent plus de la sensibilisation. Changeons de comportement, c'est le message que le directeur a demandé que j'adresse aux uns et aux autres au cours de ces assises. Ce cercle entend aussi réunir davantage les artistes hommes en uniforme et auteurs culturels inspirés dans le domaine des arts culturels pour impacter les populations bénéficiaires des services des forces armées et paramilitaires. La 10e édition du Salon Agrifinance est ouverte ce jeudi 2 mai 2024 au siège de l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 7 à TDA7. L'association
Agribiz Booster à travers le salon met au cœur la question du développement de l'entrepreneuriat agricole et surtout la promotion des micro, petites et moyennes entreprises. C'est avec le soutien de plusieurs partenaires techniques et financiers, notamment Plan International Bénin. Compte rendu Florence Bossa et Deron Pévi. L'association Agribiz Booster s'engage chaque année à créer un espace dynamique pour promouvoir l'agrobusiness. Ainsi, le salon agricole et financier AgriFinance vise à contribuer au développement de micro, petites et moyennes entreprises plus dynamiques dans le secteur agricole au Bénin. Cela fait plus de 10 ans que chaque année, nous nous retrouvons pour réfléchir, partager nos expériences en matière de financement de l'agriculture au Bénin. L'heure est actuellement au bilan. Ainsi, l'évaluation des différentes éditions du salon a révélé que plus d'1 milliard de francs CFA ont été obtenus à travers les mises en relation en matière d'accès au financement, plus de 250 MPME agricoles promus, plus de 15 panels organisés sur diverses thématiques liées au financement agricole. Plus de 10 000 visiteurs ont été enregistrés au cours de nos différents salons. L'édition de cette année est placée sous le thème « Dynamiser les micro, petites et moyennes entreprises dans le secteur agricole en soutenant l'esprit d'entreprise auprès des femmes et des jeunes en favorisant l'accès aux services de produits financiers adaptés ». Elle a bénéficié du soutien des partenaires techniques et financiers dont Plan International Bénin. Le but de cet organisme partenaire est de contribuer à l'émergence des initiatives féminines. Plan International Bénin et ses partenaires ambitionne d'accompagner la création et le développement de plus de 500 000 jeunes entreprises créées et ou dirigées par les jeunes, notamment les jeunes femmes de la tranche de 17 à 24 ans dans les 5 prochaines années. Je voudrais vous faire témoin de l'implication spéciale du gouvernement, en l'occurrence le chef de l'État, pour relever ensemble le défi du financement agricole au Bénin. Le salon prévu pour durer 3 jours est ouvert aux coopératives d'agriculteurs, d'institutions financières, des fournisseurs d'intrants et ceux des services digitaux et aux structures d'encadrement. Je voudrais fonder l'espoir que vous saurez au cours de ces assises associer vos expériences et vos réflexions afin que l'édition 2024 du salon AgriFinance comble les attentes du monde agricole en général et celui du pôle de développement agricole 7 en particulier. Une visite guidée des stands de vente est offerte aux officiels. Ces stands sont composés pour la plupart des produits de l'agrobusiness de plus d'une dizaine de jeunes entrepreneurs béninois. Fête du travail édition 2024, les femmes ressortissantes du septentrion résidant à Cotonou, Porto-Novo, Abomey, Calavi, Semek-Podji et environ l'ont célébré. Une occasion pour elles de souhaiter un joyeux anniversaire au président Talon qui souffle également une bougie de plus les 1er mai de chaque année. C'est une initiative de Rafiatou Karim alias Miss Talon, Teddy Godalo et Deron Pévi. Un gâteau d'anniversaire à l'effigie du président Patrice Talon pour lui souhaiter longue vie et surtout une santé robuste. Elles, ce sont les femmes ressortissantes du septentrion résidentes dans les villes de Cotonou, Porto-Novo, Abomey, Calavi, Semek-Podji et environ qui célèbrent conjointement la fête du travail et le jour de naissance de Patrice Talon. Avec leur présidente, ces Amazones ont chanté et dansé pour démontrer leur attachement à celui qu'elles appellent le mari de toutes les femmes du Bénin.
C'est également le moment pour ces femmes de rassurer davantage de leur soutien inconditionnel aux décisions et actions du chef de l'État, Patrice Talon. Président Talon, nous sommes ici pour prier Dieu de bien garder notre cher président, de lui donner encore de force pour qu'il puisse aller de l'avant, pour que la dynamique puisse continuer. Je demande à notre président, son Excellence Patrice Talon, de dormir les jambes en haut. Quand on venait ici, là, ce que femme veut, Dieu note seulement. Que nous sommes derrière lui. De dormir, de ne pas penser une minute. Nous sommes ses gardiens de nuit et jour. Ces femmes ressortissantes du septentrion résidentes dans les villes de Cotonou, Porto Novo, Abomey-Calavi, Sémé-Podi et environ ont partagé le gâteau coupé à l'occasion. C'est sur cette note festive que nous allons boucler ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Bon appétit à vous et bon début de week-end à tous.